Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, merci d'être là. C'est très charmant de vous être déplacé dans cette belle journée pluvieuse. On aurait aimé mieux de la neige, mais c'est pas ça. Je trouve les gens formidables d'avoir le courage de s'écraser dans ces fauteuils soufflants. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, mais bon. Il faut toujours une intrigue quand on est avec un auteur de romans policiers. Alors maintenant, on en a 3 sur le marché. Alors allons-y. Alors, je vous présente mes collègues et amis que j'admire. Maureen Martineau, autrice de plusieurs livres. Donc, les 3 derniers sont chez Héliotrope. Tu as eu des romans qui mettaient en vedette Judith Allison. Puis, les 3 derniers polars sont chez Héliotrope. Donc, Une église pour les oiseaux, Zec Lacroche, que j'ai donné en cadeau je ne sais pas combien de fois. Et Nuit d'été à Little Brook, ton plus récent ouvrage. André Jacques, plusieurs romans chez Druide, notre éditeur bien-aimé, qui met en évidence Alexandre Jobin, qu'on aime énormément. On est toujours heureux de le retrouver. Merci. Alors, on l'a connu avec beaucoup de livres, dont Ces femmes aux yeux cernés, Les gouffres du Karst, La bataille de Pavie, 2 prix Saint-Pacôme. Oui. Et le plus récent, Jeu d'ombre. Et on retrouve Alexandre et on retrouve Pavie pour mon plus grand plaisir. La douce Pavie. Je sais Elle est pas pas si si douce, hein? non, pas vraiment. Tu sais, même que le mot délinquante n'est pas suffisant. En fait, c'est une femme, c'est une tueuse. Hein? Donc, mais à chaque fois que j'en parle à la télé d'un livre d'André, je suis obligée de dire oui, malgré tout, Pavie est très sympathique. Je ne sais pas si je l'ai rencontré, je l'aimerais, là, mais Ça peut être un peu difficile. c'est un bien beau personnage. Alors, le thème aujourd'hui, c'est comment le roman policier éclaire les zones d'ombre de notre société. Vaste question. Comment vous voyez ça? Vous, moi, j'ai plein de questions à vous poser plus précises. Si vous voulez, genre la précision, je peux aller tout de suite dans la précision. Oui. Maureen, veux-tu? Oui. Je pense que c'est ce qui est intéressant dans le roman policier quand on lit ça à des questions de société. En tout cas, dans mon cas, j'ai vite découvert que on pouvait, par le roman policier, soulever la poussière sur des scandales, comme j'avais fait dans Les Enfants de Godman, le scandale eugénique qui avait eu lieu au Canada, en Alberta, dans les années 30, mais jusqu'aux années 70. Fait qu'il y a souvent des questions de société comme ça qui dorment là, qui sont un peu enterrées. Même quand on parle de crime organisé, c'est pas quelque chose qui est visible, ni le trafic de drogue. Alors, c'est tous des mondes invisibles que le roman policier permet de mettre à jour. Ouais. Puis je pense que c'est... moi, je suis curieuse, moi-même, je veux déterrer des secrets. Alors, ça me satisfait, moi, la première, quand j'écris à propos de ça, parce que c'est à cause de toute la recherche que je fais, je découvre, et ma passion de découvrir, je vais la partager par le roman. André? Je considère que le roman policier, aujourd'hui, est un peu le successeur du grand roman réaliste du 19e siècle, des auteurs comme Zola, des auteurs qui étudiaient justement la société, qui relevaient tous les problèmes qu'il y avait dans la société, y compris ceux qui étaient des problèmes cachés. Parce que le roman policier, évidemment, on pense que c'est surtout quelque chose du 20e et du 21e siècle, mais déjà au 19e siècle, quand on pense à La bête humaine de Zola, qui est un roman qui met un psychopathe en action, il y a déjà eu beaucoup chez Dostoïevski, chez plusieurs auteurs, ce roman-là. Et le roman policier moderne fait un peu le même travail. Il montre, comme tu disais, les éléments cachés de la société, des choses qu'on ne voit pas toujours, le blanchiment d'argent dans le dernier roman, il y a des choses comme ça. Il montre également les profondeurs des gens, les choses que les gens cachent, l'espèce de côté secret que tout le monde a. On a tous des pulsions, quelque part, et des fois, je me dis, quand on est auteur de romans policiers, on laisse sortir une partie de nos pulsions, sans passer à l'acte, évidemment, on n'est pas des tueurs, mais on laisse ça à d'autres, à nos personnages. Et peut-être qu'on serait dangereux si on n'écrivait pas. C'est ça, peut-être que ça nous libère. Oui.
Et moi, je pense aussi que le roman policier, c'est un témoin de notre époque. Si on veut, par exemple, connaître ce qui se passait à Paris au moment de mai 68, on peut lire des essais, bien sûr, mais si on lit Jean-Patrick Manchette, Didier Deninx, Jean-Bernard Pouy, on a vraiment le pouls de la société à ce moment-là. Donc, on est à la fois, on est des romanciers parce qu'on fait de la fiction, mais on a un petit côté journaliste quand même, d'enquête, là, jusqu'à un certain point. Moi, ce qui me frappe quand je vous lis, puis je vous lis depuis toujours et je vous ai tout lu, le territoire est extrêmement important dans vos romans. Dans le cas d'André, son terrain de jeu est très vaste. Il ne se résigne pas au Québec. Alors, le Canada, l'Europe, allons-y. Oui, plusieurs pays d'Europe. Oui, on va loin, là. Et même des pays qui n'existent pas tout à fait. Oui, la Slavidine. J'ai cherché. Non. J'ai C'est un pays imaginaire des Balkans qui, moi, je suis parti un peu de Tintin qui, justement, a inventé des pays des Balkans qui n'existaient pas. Ça, c'était déjà dans le premier roman. Peut-être qu'aujourd'hui, après ça, je me suis aperçu que j'aurais pas eu besoin de créer un pays fictif dans les Balkans avec tout ce qui s'est passé par la suite et qui a été plus horrible encore que ce que j'avais prévu. Ça, c'est sûr. Et Maureen, toi, ton terrain de jeu, c'est plutôt un village, c'est plus restreint. On est dans l'intimité davantage que dans la vastitude. Mais moi, j'adore les villages. Puis je demeure dans un village de 1400 habitants de Tinwick là, depuis 35 ans. Et puis, ça me fait toujours rire d'entendre les gens dire « Oh mon Dieu, que ça doit être calme en campagne. Hein? » Mais pas du tout. C'est incroyable comment il se passe des affaires, qu'il y a des gros drames et des tensions. Comme moi, dans mon village, j'ai eu d'énormes tensions entre nous, en tout cas au centre du Québec. On a des méga fermes laitières. Je pense les 3 plus grosses du pays. Et il commence à avoir beaucoup de tensions au niveau de l'accès à l'eau pour les cheptels de vaches, entre autres, via la population. Fait que, comme dans Une nuit d'été à Littlebrook, j'ai repris ce drame-là de cette guerre de l'eau parce qu'à un moment donné, ça fait d'immenses pressions sur la nappe phréatique. Puis, en cas de sécheresse, comme c'est le cas, on est en 2 mois de grosse sécheresse dans mon roman, on va faire boire qui? Tu sais, les animaux ou les personnes? Tu sais, bon, bref, on voit déjà la guerre de l'eau. Je trouvais ça mythique, très beau comme point de départ. Fait que, mais il me fallait un petit village, donc Littlebrook, je l'ai inventé. Pour ne pas avoir de poursuite dans le village? Pour que les gens de Tinwick m'aiment encore. Ouais. Mais ils sont pas ici aujourd'hui, fait que vous répétez pas ça, là. Fait que... Mais quand même, il y en a qui vont le lire, là. Oui, ben, ça se passe à Littlebrook. Ils disent, regardons, tu sais, à un autre endroit, ils ont à peu près la même discorde que chez nous. Mais je pense que c'est pas unique. Non, oui, sûrement non. Mais ce qui est drôle, tu parles de territoire. Moi, ce qui m'a amené dans ce coin-là, parce que Littlebrook, c'est un village inventé, mais moi, je sais que c'est DeWittville, qui est très près de Huntington. Moi, je pensais jamais devoir faire de la recherche dans le coin d'Huntington. J'avais un préjugé, je me disais, mon Dieu, elle doit pas être bien beau par là. Ou, tu sais, il faut que j'aille passer du jour-là, je vais m'ennuyer pour mourir. Puis j'avais choisi Huntington parce que, justement, on parlait de secrets cachés tantôt. J'avais lu un article en 2014 sur les Zoulous d'Huntington, parce qu'Huntington, ça avait été, puis j'ai beau chercher d'autres articles, j'en ai jamais trouvé. Ça a été le berceau d'une maladie, d'un syndrome de Closton, très, très rare, le premier syndrome génétique au pays. Et donc, il y avait des gens qui étaient affectés par ça, des maladies, des familles entières. C'est drôle comme maladie, là. Explique un peu ce que c'est. C'est comme plus un syndrome, dans le fond, parce que les gens, ils sont pas malades, tu sais, ils ont comme une condition, ils n'ont pas de cheveux, ils ont ils ont des ongles déformés, ils ont des cornes sur la peau, sur la plante des pieds, et ça affecte beaucoup le visuel, l'aspect visuel de la personne. Puis moi, donc, je trouvais ça intéressant que mon héroïne, Aude Renaud, soit une femme qui doit combattre la différence corporelle, tu sais. Fait qu'elle doit... Tu sais, je voulais faire quelqu'un qui a dû traverser sa vie avec ce qu'on appelle de la laideur, puis est devenue mannequin de mode. Donc, tout ça, pour avoir ce village-là avec cette héroïne-là, j'ai dû situer mon action dans la périphérie d'Huntington. Fait que c'est le territoire... à cause de l'histoire du territoire, de l'histoire médicale de ce territoire-là,
que j'ai situé mon action là. Fait que des fois, c'est ton intrigue qui te conduit Mais dans il y a une pas région aussi donnée. chez Liotrop une volonté d'explorer le territoire québécois. Oui, mais Au départ, en tout cas, c'était ça. Si j'ai oui, bien la série Noire, il y a trop noir. Quand j'avais commencé avec Une église pour les oiseaux, la seule consigne qu'on avait, c'est qu'il faut ancrer nos histoires dans le territoire québécois. Puis il y en a eu beaucoup de publications depuis. Bien, ça cartographie un peu le Québec criminel, noir. ouais. Mais j'imagine votre bureau de travail, je ne l'ai jamais vu, mais j'imagine qu'il y a plus de cartes géographiques chez André que chez Maureen. Parce que Non, moi, j'en ai plein de cartes. Ouais, Mais moi, c'est des cartes détaillées des cours d'eau, des montagnes, déjà, tu sais, autour du village, là. Mais je pense qu'il faut autant de cartes. Dans Zac-Lacroche, là, j'avais tous les chemins, Ah oui, les chemins forestiers de la Haute-Mauricie, là, fait que... Mais André, toi, ça doit être aussi fou. Oui. Ben, comme tu disais tout à l'heure, on voyage beaucoup. Alors, j'ai un roman qui se déroule. Bon, le roman commence toujours à Montréal. Je dois préciser, peut-être pour que ce soit clair, mon personnage, c'est un antiquaire, mais qui, avant d'être antiquaire, a été pendant 25 ans dans les services de renseignement de l'armée canadienne. Donc, qui est capable de se battre, qui connaît les armes, qui est capable, faire une enquête, etc. Donc, il est toujours un peu appelé par quelque chose qui se déroule dans sa boutique d'antiquaire et qui l'amène à intervenir et qui l'amène à différents endroits. Il y en a un où ça l'amène à Palerme et à Rome. Il y en a un où ça l'amène à Barcelone et Paris. Le dernier est très, très montréalais, mais avec une section où on parle de l'île de Jersey. L'île de Jersey, qui est une île anglo-normande entre la France et l'Angleterre, qui appartient aux souverains d'Angleterre. Ce n'est pas un territoire de l'Angleterre, c'est un domaine des rois d'Angleterre depuis qu'ils sont ducs de Normandie en 1066. Donc, là aussi, je travaille avec des cartes. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir des instruments de travail électronique, je pense les Google, entre autres, là, Google Maps. Mais dans la majorité de mes romans, je ne l'ai pas fait pour les îles Jersey, mais j'ai fait pour Paris. Dans la majorité de mes romans, je me rends sur place. Et là, je fais les trajets de mes personnages et tout ça. Par exemple, pour la bataille de Pavie qui se passe à Palerme, je suis retourné et je prenais une photo à peu près à tous les 100-150 mètres pour vraiment faire son trajet, me rappeler, là, il y a des palmiers, là, il y a la rue, etc. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup sur cet aspect réaliste des lieux où mais maintenant, je vieillis un peu, je vais un peu moins loin que j'allais avant. Donc, le repérage est une partie agréable de... C'est absolument agréable. Parce que oui, avec Google Earth ou Google Maps, tu peux rentrer dans les rues, tu peux te promener, mais les odeurs, tu les as pas. L'allure des gens, c'est-tu des gens sympathiques? Tu sais, quand je suis parti pour Palerme, donc c'est pas pour le dernier, là, mais quand je suis parti pour Palerme, Palerme est reconnu mondialement comme étant presque la capitale de la mafia. On descend de l'avion, on prend un autobus. La première chose qu'on voit, c'est des granges où il y a des lettres d'à peu près 15 pieds de haut, peinturées en rouge, puis c'est marqué « No Mafia ». Tu te dis « Ah bon ?» Et tu arrives dans une ville où les gens sont d'une gentillesse extraordinaire. Tu demandes un renseignement, ils viennent te reconduire. Tu réserves un taxi pour aller à l'aéroport le lendemain. Le chauffeur se présente le soir, il vient se présenter. Je m'appelle Alexandro et c'est moi qui vais vous conduire demain matin. Alors moi, ce côté-là de Palerme, là, on ne le trouve pas sur Google Earth, on ne le trouve pas sur Google Maps non plus. Alors d'où cette espèce d'intérêt que j'avais d'aller sur les lieux, d'aller à Barcelone, puis on découvre en même temps des choses extraordinaires. Mais toi, Maureen, évidemment, tu l'as dit, tu étais allée passer quelques jours à Huntington. Mais en dehors de ça, j'aimerais savoir comment vous travaillez. Parce qu'il y a un repérage, on l'a vu au niveau du territoire, mais il y a, je dirais pas du repérage, où il y a de la recherche à faire sur votre sujet. Parce que oui, il est question des problèmes de nappe d'eau, mais il y a aussi le théâtre qui intervient dans ce... C'est difficile quand on parle avec des auteurs de romans policiers
de parler de leurs livres sans raconter l'histoire et vendre les punchs. Donc, moi, je les ai trouvés excellents, les 2 livres. Je vous encourage à les lire. Mais c'est vrai qu'il y a une enquête dans le livre de Maureen sur, en fait, des personnages qui sont l'un contre l'autre parce que tout le monde veut avoir accès à l'eau. Et il y a aussi un drame intime très, très grave qui remonte dans le passé, 2007. André aussi, ça se passe en 2007. Et le théâtre qui intervient, là, je me suis dit, est-ce que Maureen s'est fait plaisir parce qu'elle a fait du théâtre auparavant? Mais au départ, on arrive avec beaucoup d'intention quand on commence à écrire. Comme moi, que j'ai dit tantôt, je voulais vraiment une héroïne avec une différence corporelle qui est devenue mannequin, puis bon, qui a été résiliente dans sa vie. Elle a 37 ans dans mon roman. Mais elle a dû déserter son village il y a 20 ans. Donc, quand le roman commence, elle revient dans son petit village 20 ans. Où sa mère est restée. Oui, sa mère est restée, tous ses amis sont restés là, mais elle a dû fuir aux États-Unis parce qu'on est sur la Little Brook, c'est sur la frontière américaine, sur le bord, là. Et puis, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que elle a sa vengeance, elle a un plan, elle veut se venger d'un gros agriculteur qui est lié au fait qu'elle a dû fuir il y a 20 ans, mais elle ne sait pas. Puis quand elle débarque, elle tombe dans une autre guerre que la sienne, qui est la guerre de l'eau. Fait que ça va être vraiment l'entrecroisement de ces 2 batailles-là qui vont se dérouler pendant le roman. Puis elle, son plan, comme elle est devenue mannequin, elle a fait des créations très alternatives et tout ça, a décidé de faire un dévoilement, mais lors d'un spectacle. Donc, elle veut faire une parade de mode dans pleine forêt, dans une forêt qui est adjacente à leurs 2 fermes, parce que sa mère est voisine de ce gros agriculteur-là. Alors, moi, j'ai regardé des défilés de mode. Je suis la fille qui ne regarde jamais des défilés de mode. Ça m'intéresse zéro, OK? Les professionnels, elle les a regardés. Mais là, je les ai toutes vues, là. Puis, je cherchais, mais voyons donc, ils n'ont jamais eu l'idée. Tu sais, je pensais à Chanel, tout ça. Je sais, c'est quoi l'affaire? Ils n'ont jamais eu l'idée de faire un défilé en plein air, me semble que... Puis là, je vois, je ne sais pas si c'est Chanel ou Dior, il y en avait fait un en plein air à Paris, mais en dedans avec des faux arbres. J'ai dit, voyons donc, c'est pas bon, ça. Fait que moi, j'ai dit, c'est pas grave, ça n'a pas l'air d'exister, mais moi, je vais en faire un en plein air. Puis, je voyais aussi que dans des défilés, il y avait des thèmes. Tu sais, ils ont comme un thème. Fait que là, j'ai dit, un thème. J'ai dit, on va mêler théâtre. Puis, c'était une de mes intentions d'essayer de mêler le roman noir avec un peu de théâtre. Et donc, je me suis inspirée du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, qui est la première pièce de théâtre de Shakespeare dans laquelle j'ai joué quand j'avais 18 ans. Et puis, tu sais, fait que je jouais Titania, évidemment. Puis là, fait que j'ai pris, tu sais, j'ai cherché des extraits de ça. Puis j'ai donc construit des scènes avec cette pièce-là qui servait bien. Oui. La quête criminelle de Aude Renaud. Fait qu'elle, ça y va. Tout le village est convié. Tout le village de Little Brook veut revoir cette fille-là qui était partie puis qui a réussi à New York. Puis, tu sais, elle fait un défilé chez eux. Ils sont bien curieux. Ils payent 50$ pour leur billet. Ils sont en forêt. Puis, normalement, ça doit marcher. Elle doit dévoiler. Mais comme dans tout bon polar, rien ne se passe. Mais la femme privée, et vraiment, c'est là que le fun commence. Puis, on est pas mal moins proche du Songe d'une nuit d'été que des Montaigu et des Capulet. Le personnage même qui le dit... On est plus dans Roméo et Juliette, finalement. Je pense que je me suis trompée de pièce. J'aurais dû faire ça. Non, pas trompée de pièce, mais c'est quand même des thèmes qui sont... qui rejoignent l'universel. Oui, mais il y a un côté fable aussi, tu sais, fable à mon histoire, tu sais, guerre de famille, guerre de l'eau, tu sais, comme dans Manon des Sources, tu sais, ça me tentait d'aller chercher quelque chose d'un peu fabuleux dans le roman noir qui est souvent très, très, mais en même temps, c'est très, très terre-à-terre. Il y a une belle scène de conseil municipal, là, de village qu'on vous en avait jamais vu, là. Tiens, ça, c'est très vrai. Roll et Pâquerette. Après ça, tu as c'est cette magnitude-là qui est donnée par le théâtre, la forêt, là. Les images sont saisissantes. Ça ferait un bon film, je trouve. Ça ferait un bon film. Est-ce qu'il y a des gens autour qui... C'est là dans la salle. Manifestez-vous. André, ça coûterait cher faire un film avec ce que toi, tu écris. On espère toujours. On parlait de guerre de famille et toi, on est en plein dans les guerres de toutes les familles mafieuses. Là, Ben, tu c'est ça, t'es gâté. Tu t'es dit, Dans Jeu d'ombre, bon, je vends pas un punch, là. mais ils sont tous là, les mafieux. Mais au départ,
Je vous dirais, c'est tout de suite le prologue. Alors, à la page 7 ou 8, vous le saurez, la blonde d'Alexandre se fait saccager, agresser, presque tuer. On la laisse pour morte, etc. Et ça va être un livre de vengeance parce que derrière ça, lui, il découvre tout à coup que elle est supposée faire un stage à Ottawa, au musée des civilisations à l'époque, et elle est supposée être là. Et quand il se présente sur les lieux de l'agression, la police lui dit, c'est curieux, elle descend d'un avion qui arrive de Londres. Alors, lui, il dit, comment ça, elle fait un stage, etc. Et peu à peu, presque tout le roman, c'est ça, il va tenter de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Comment ça s'est... Et c'est là qu'il affronte, bon, à peu près tout ce qu'il y a comme groupe mafieux à Montréal, c'est-à-dire un peu, mais ils n'affrontent pas nécessairement là, à coup mais qui essaient de savoir qui a tué, pas tué, mais qui a agressé Chrysanthi, sa blonde. Mais il y a quelque chose aussi, il s'aperçoit que les services secrets à Ottawa, le SCRS, sont impliqués dans quelque chose, puis qu'eux autres, ils taisent c'est plein de zones d'ombre, le titre, c'est « Jeux d'ombre », et tout ça, il ne sait jamais exactement où il s'en va, mais il veut l'apprendre, et il va finalement l'apprendre, je vous le dis, sans vendre la neige. Alors, c'est ça. Mais il y a énormément de recherches aussi à faire, parce que, bon, il faut que tu lises sur les groupes mafieux, il faut que tu lises ces gangs de rue, il faut que tu lises sur un paquet de choses. Évidemment, il y a de l'actualité. Mais il y a des questions où tu dois t'adresser aussi à des spécialistes. C'est pour le roman que je suis en train d'écrire, par exemple. J'ai rencontré, moi je vis à Sherbrooke présentement, j'ai rencontré pendant à peu près 1 heure et demie l'enquêtrice, la jeune enquêtrice qui fait tous les meurtres à Sherbrooke pour connaître, bon, comment vous procédez, qui arrive en premier, etc. Parce que moi, mon personnage, c'est pas un policier. C'est pas un policier ordinaire, c'est pas un roman policier aussi qui commence, bon, il y a eu un meurtre au coin de telle rue, et puis l'équipe, je ne sais pas, arrive sur les lieux puis essaie de démêler ça. Non, il y a un crime évidemment au début, mais lui, il n'est pas de la police. Et même dans le prochain roman, justement, il va y avoir des paquets de choses. Je vends déjà un peu la mèche, là, mais c'est lui qui va être accusé d'un meurtre. Et alors là, il faut que je sache toutes les procédures pour pas... Parce que les vrais lecteurs de romans policiers, c'est des lecteurs exigeants. Si ils découvrent des failles de vraisemblance, c'est pas la vérité, nous, qu'on présente, mais il faut être vraisemblable. Et s'ils découvrent des failles importantes de vraisemblance dans nos romans, on est cuit. On perd le sérieux qu'on peut avoir comme auteur. Donc, ça implique beaucoup de recherche, ça implique un travail... Oui, et souvent de mettre de côté des faits réels parce qu'ils sont vrais, mais ils ne sont pas crédibles. Ouais. On ne peut pas les utiliser dans un roman. Je pense aux États-Unis, un homme et une femme ils sortent un soir et ils s'enivrent et le mari tire une balle dans la tête de sa femme parce que c'est quand même très facile aux États-Unis d'avoir une arme. Donc, et elle se réveille le lendemain et elle a mal à la tête pendant 1 semaine. Elle va consulter. On voit qu'elle a une balle dans son crâne. Ça, c'est vrai, mais on ne peut pas mettre ça dans un livre. Tu sais, on lit ça, on se dit, ah, mais jamais on ferait la bêtise d'utiliser ça, c'est impossible. Non, c'est pas du true crime. Ça demeure de l'imaginaire, ça demeure des intrigues qu'on crée. Mais je suis d'accord avec André qu'on ne se ferait pas pardonner si on fait des erreurs de crédibilité. Ouais. Comme moi, il fallait qu'il y ait un feu dans une étable où il y a des 300 bêtes, là, des vaches. C'est terrible, ça. Non, je sais. Puis moi, tu sais, bon, je dis, bon, dans mon histoire, il faut qu'il y ait un feu. Et bon, fait que là, je dis, bon, de quoi ça a l'air un feu? Fait que là, c'est ça, justement, je fais des recherches. J'ai vu des vidéos, des témoignages d'agriculteurs. C'est horrible, c'est terrible. Le comportement des vaches aussi qui ne veulent pas sortir. Mais puis là, je voyais des vidéos de ça, puis j'ai dit, ben c'est bien trop horrible. Là, on n'était pas en train de tuer quelqu'un, là, mais tu sais, je veux dire, c'était des bêtes qui mouraient. Mais je me dis, mais je peux pas mettre ça. Tu sais, moi-même, j'avais comme une petite réserve, mais en même temps, c'est des drames qui arrivent, mais c'est des drames vraiment horribles. En milieu agricole, là, quand tu passes au feu puis tu as du bétail qui y passe, là, c'est éprouvant là, pour les agriculteurs. Mais c'est ça, je suis entrée là-dedans parce que
ça m'a fait découvrir ça, justement, parce que moi, je voyais ça de loin, je lisais ça des fois dans les nouvelles, mais j'avais jamais fouillé la question. Quand on parle de ça, tu t'es inspiré, tu t'es documenté parce que vous documentez tous les deux beaucoup. Quelle est la part de vérité et de mensonge dans vos livres? On est dans la fiction, c'est sûr, mais par exemple, est-ce que vous pourriez vous inspirer de quelqu'un que vous connaissez et puis pas en faire son portrait là, pour éviter les poursuites, mais quand même, jusqu'à quel point est-ce que vous utilisez la réalité qui teinte vous êtes vraiment dans la pure fiction de A à Z? Ben, je sais pas. On s'inspire de choses, mais il faut les transformer. Je trouve que Maureen est très courageuse de situer certains de ses romans dans le village où elle vit. Je viens aussi d'un village, je n'aurais jamais fait ça. Qui est pas loin du village. Oui, pas loin de son village. En fait, Maurice Donc, s'inspire. on connaît les problèmes. Tu t'inspires de son village. Ouais, Ben, non, mais c'est pas un moi, village. Beaulac-Gard Bay, qui est à près de Disraeli, entre Sherbrooke et Thetford, mais ça, c'est le lieu où je vivais autrefois. Mais s'inspirer de trop proche, de trop près, il y a un danger. Tu sais, tu mets, je sais pas moi, un pédophile qui s'appelle Roger, et puis tout le village va commencer à dire c'est qui Roger, tu sais, puis ils vont dire ça, Moi, c'est c'est une c'est qui Roger, là. Tu sais. Ouais. Oui, mais des fois, tu as des problèmes dans ton village. Alors, moi, j'ai situé ça à Montréal pour me libérer. Mais malgré tout, il y a des gens qui me disent ah oui, tel personnage-là, il ressemble à. Ben oui, il peut ressembler à. On a rencontré des gens, on a vu des gens. Bon, je peux vous donner qu'un petit exemple. Mon héroïne, la blonde d'Alexandre, elle s'appelle Chrysanthi. C'est pas un prénom très, très, très courant. Mais j'ai enseigné pendant 32 ans dans un cégep et j'ai eu une élève qui s'appelait Chrysanthi Ballas. J'ai pas pris Ballas, mais ce nom-là m'avait tellement fasciné que je l'ai pris. Mais j'ai fait un personnage autour de ce nom-là, mais j'ose pas, puis ça me tente pas non plus d'avoir des personnages totalement réels. Bon, j'ai un chef de motard, il s'appelle pas Mom Boucher, mais il s'appelait Maurice Motte-Monfette. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Puis mon club de motards, il s'appelle pas les Hells, il s'appelle les Titans. J'ai encore 2 jambes et je viens de Sherbrooke où il y en a quelques-uns qui ont un peu la peau sensible sur ces éléments-là et je demeure en vie. Donc, c'est comme ça qu'on transforme. Mais c'est clair qu'on a des influences, réelles, des gens autour, de situations autour, mais on a aussi des influences de nos lectures. On lit du roman policier, tout le monde ici, et je ne veux pas sans copier, là, je ne parle pas de... Mais à un moment donné, tiens, ça peut être intéressant, ce procédé-là, cette situation-là, sans copier, sans faire du plagiat ni rien. Oui, puis il y a des sujets, on les aborde tous. Donc, Ben oui, on tombe dans les mêmes... il y a toujours un crime quelque part. Mais moi, j'aime beaucoup les faits divers. Et, mais comme point de départ, comme je disais, comme dans ce cas-là, l'article que j'ai lu là, du Devoir 2014, je pense que c'était Marco Fortier qui l'avait écrit, il parlait que ceux qu'on nommait les Zoulous d'Huntington étaient relayés dans un quartier vraiment à part de la ville, là, le quartier Backtown, et ils subissaient énormément d'intimidation, comme un ghetto, dans le fond. Et beaucoup de discrimination, on ne les employait pas au travail. C'est que moi, je suis partie de là, de l'histoire de cette famille-là, une famille de cette époque-là qui avait eu des enfants, dont mon héroïne, Aude Renaud, et qui avait subi de l'intimidation. Mais dans mon roman policier, je pars de ça, mais je suis allée plus loin. Elle a subi quelque chose encore plus grave dû à sa condition, à sa différence corporelle, à la discrimination qu'elle subissait. Et que cette vengeance-là qui survient 20 ans plus tard est liée à ce point de départ-là. Puis je me suis dit, on parlait au début de trucs cachés. C'est pas su, c'est un drame, un drame urbain, on pourrait appeler ça comme ça, un scandale urbain, vraiment, qui a été abrillé toutes ces années-là. Fait que je trouvais que c'était une matière riche pour dénoncer quand tu es différent, comment que tu peux subir des sévices. Puis après ça, quand tu
quand j'ai le défait, je veux toujours qu'après ça, dans mes histoires, on trouve une résilience, une satisfaction. C'est pour ça que la vengeance atteint quand même une résolution qui, même si c'est de la fiction, là, puis que c'est criminel, qui nous satisfait. Tu as dit le mot héroïne, mais je me pose la question quand je vous lis, est-ce que on a encore des héros classiques là, tu sais, qui ont pas de défaut, en fait, parce qu'on n'a plus ça dans nos romans. Non. Aude, elle est forte, elle est résiliente, elle est créatrice en plus. C'est elle est prête à faire de la fantaisie, mais elle est prête à sacrifier beaucoup autour d'elle. Oui, elle a la trahison assez facile, là. Oui. Mais elle vit mal avec la trahison, mais je veux dire, elle commet quand même elle-même des je ne sais pas si c'est un crime, mais c'est presque un crime de trahison, comme dans les grandes tragédies, là. Elle trahit des gens importants. Mais c'est pas. Est-ce qu'on a tort de faire ça? Moi, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, j'ai confessé mon amour pour Pavie, qui est quand même une tueuse. Oh oui, c'est une tueuse. Elle fait des sourires sanglants, comme ça. Oui, c'est ce qu'on appelle le sourire sicilien qui part là et qui se termine là. Mais Pavie, d'ailleurs, c'est la fille d'Alexandre, qu'Alexandre n'avait jamais connue. Il avait eu une fille avec une danseuse à l'époque sur le boulevard Saint-Laurent. Là. Et et à un moment donné, au moment où il a à peu près 55 ans, il apprend qu'il y a une fille, qu'elle est en danger et qu'il doit la sauver. Mais là, on ne sait plus exactement qui va sauver qui, parce que, disons que ça ne sera pas tout à fait les retrouvailles de Claire Lamarche. Là. Ça va se passer un peu différemment et ça ne sera pas nécessairement facile. Mais j'aime ça, moi, des personnages comme ça. Oui, je me suis un peu inspiré du livre comment s'appelle le Suédois Larsson qui a écrit. Oui, c'est Larsson. Oui, qui a également. Lisbeth Salander. Assez trouble. Et bon, mais ça fait plaisir, puis c'est quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais c'est ça, nos héros, puis même, mon Alexandre, il est loin d'être un homme parfait. Il camoufle beaucoup de choses. Il joue, comme il n'est pas dans la vraie police, il peut se permettre de faire beaucoup de choses par en dessous de la table et tout ça. C'est un alcoolique, on ne se gêne pas pour le dire. Il souffre d'un syndrome post-traumatique suite à des scènes absolument effrayantes qu'il a vécues dans les Balkans quand il était dans l'armée, etc. Donc, c'est un vétéran un peu poqué, sympathique malgré tout, mais... Puis antiquaire, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que cette boutique d'antiquité lui permet toutes sortes de choses, toutes sortes de rencontres, et ça te permet de parler de l'art aussi. Oui, moi, j'ai été professeur d'histoire de l'art, entre autres, et ça m'a toujours fasciné. Puis, je raconte une petite anecdote. Mon premier roman, qui était publié chez Québec Amérique, c'est un soir, en marchant sur le boulevard Saint-Laurent avec mon épouse qui est là derrière, on est rentré dans une boutique, mais vraiment de bric-à-brac, là. Une petite boutique, c'est plus un brocanteur qu'un antiquaire. Puis en sortant de là, moi qui avais toujours rêvé d'écrire, j'ai dit « Hey, ça ferait un maudit beau roman policier de partir avec un personnage d'antiquaire. » Parce que dans une boutique d'antiquaire, il y a mille et une choses. Il peut y avoir des choses, tu sais, il y a des cendriers rintintin, puis des affaires de tout, tu sais, des lampes Coca-Cola. Mais il peut y avoir aussi... Des trésors. Des trésors que personne ne voit ou qui peuvent représenter beaucoup de choses pour certaines personnes. Pardon. Et si ça, tout à coup, on découvre que ça a de la valeur, ça peut déclencher. Parce que le personnage, moi, Alexandre, il est toujours embarqué dans quelque chose. C'est pas nécessairement un personnage qui prend beaucoup dans le dernier, dans le jeu, oui, parce que là, sa blonde a été charcutée et... il n'est pas content. Il n'est pas content. Bon, on va dire ça comme ça et tout ça. Mais souvent, c'est qu'il est embarqué dans une histoire dont il ne sait pas trop comment sortir, mais il trouve toujours. Fiez-vous à lui. Il trouve parce qu'il faut qu'il y ait d'autres livres. Oui, c'est ça. Mais je suis rendu à le c'est une série aussi. Oui, mais... Donc, il faut qu'on veut oui, il y a une progression. Oui. Mais ce n'est pas... Chaque roman peut se lire... différemment. C'est bouclé. Chaque dans l'ordre ou dans le désordre. C'est ça. On suit le même personnage, mais toi, c'est bouclé. L'intrigue est bouclée. Oui. Toi, tu as eu une suite un peu avec Jodi Allison, mais après ça, les 3 romans chez Héliotrope, ce ne sont pas des personnages récurrents.
Non. Par contre, ce qui revient et que moi, écoute ça me séduit totalement à chaque fois et tu vas savoir bien sûr que je vais vous Oui, je parler te vois des animaux. Quand j'ai lu Zec Lacroche, j'ai dit j'aimais tous les personnages féminins et même l'ours. J'ai trouvé l'ours fort, très sympathique, qu'elle avait raison sur toute la ligne. Il y a la renarde dans le dernier, mais ça nous brise le cœur, cette renarde qui a, bon, il y a un destin tragique, mais et son petit renardeau. Et même les vaches qui pleurent. Et les oiseaux, évidemment, dans une église pour les oiseaux. Je me suis dit, comment tu accèdes à ça? Parce que, tu sais, les gens disent, ah, c'est de l'anthropomorphisme. Moi, j'embarque, là, puis l'affaire ce qui m'a le plus touchée, là, évidemment, c'est la renarde, puis les vaches aussi qui pleurent. Je trouve Non, mais moi, c'est drôle parce que dans la vie, j'aime peux pas bien du monde, ça me fait pas le même effet, mais ça. mais dans la vie, j'ai pas tellement les animaux. Tu sais, on a un chat chez nous, puis c'est mon chum qui s'en occupe, là. Mais Ben, j'ai aimé ça. J'ai voulu essayer de créer, effectivement, tu le nommes, des martinets ramoneurs dans une église pour les oiseaux, une ours affamée dans Zec Lacroche. Puis là, je me suis dit, ben c'est mon 3e roman noir, il va falloir que je continue, tu sais, une trilogie où on fait vivre un animal. Et la renarde s'est imposée. Mais c'est intéressant parce qu'à un moment donné, ça donne un point de vue. Tu sais, on est chez la renarde qui voit les humains aller, l'action avancer. Même chose, les martinets ramoneurs dans une île sur les oiseaux. C'est fantastique parce qu'on pouvait voir le crime, le drame se passer de façon aérienne, là, tu sais. Et eux-mêmes, ils ne pouvaient pas migrer, là. Il y avait quelque chose dans l'air. Il y avait leur propre drame, les martinets ramoneurs, comme l'ours qui a soif et faim, c'est-à-dire, parce que l'été a été très pluvieux, puis il n'y a plus presque pas de petits fruits. Puis la renarde aussi qui a soif parce qu'on est en pleine sécheresse. Fait que ces animaux-là, ils ont leur propre drame à travers ils sont dans la guerre de l'eau aussi, dans la sécheresse, à travers les humains, mais ils ont aussi un toujours rapport. un drame universel qui les rejoint dans leur vie quotidienne intime, là. Oui, mais parce que ça fait, tu sais, les bêtes, puis de la forêt, tu sais, quand on as une vision environnementale un peu de la vie, tu dis que ça fait partie de la vie. Fait que s'il y a un crime ou il y a un drame, moi, je me dis, ils sont dedans aussi, tu sais, donnons-leur une voix, puis une action. Ils causent aussi des choses. Ils sont maîtres aussi à un certain point de l'action. C'est la question de départ, parce qu'on achève, c'était comment le roman éclaire les zones d'ombre de notre société. Et évidemment, on parle d'écologie dans tes romans beaucoup. André, on parle de corruption abondamment. Mais dans le sens inverse, une chose qui revient dans vos livres et que j'aime beaucoup, c'est quand il est question d'amitié. L'amitié entre Aude et même si c'est une amitié qui est complexe, très, très complexe, et on ne va pas rien révéler, mais il y a plusieurs couches. Et l'amitié d'André avec sa bande de chums, le médecin, le journaliste, tout ça, est-ce que ce sont des moments que vous prévoyez d'avance ou c'est moi, quand j'ai des moments d'amitié dans mes romans, c'est des pauses que je me donne, moi, comme auteur. Et je me demande si c'est la même chose pour vous. Bien, je pense que c'est important, tu sais, quand on dit c'est des romans noirs, c'est sûr qu'on visite des espaces sombres de la vie. Tu sais, il faut y mettre un peu de lumière puis d'humanité aussi. Fait que les personnes, moi, j'aime beaucoup les personnages de femmes criminelles, tout ça, mais c'est jamais tout noir, tout blanc, là. Tu sais, ce sont aussi des gens qui vivent des choses excessivement positives, dont de l'amitié. Ils ont une histoire d'amitié souvent aussi avec d'autres personnages. Fait que moi aussi, je pense que c'est aussi pour donner c'est ça, de l'humanité au roman. C'est réussi? Oui, puis ça permet au lecteur aussi. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à lire des romans où il y a une progression constante du drame. Tu sais, non, tu montes, d'un coup, oups, tu fais une scène plus relaxante, plus calme, ce qui te permet, quand tu vas remonter, tu ne remontes pas en même hauteur, tu remontes un peu plus haut, puis là, puis tu remontes encore un peu plus haut, et là, tu structures ton intrigue pour arriver avec quelque chose, mais aussi mais souvent aussi, ces scènes-là, les scènes d'amitié dont tu parlais, parce que souvent on se retrouve autour d'une table dans un restaurant et tout ça, ben, il apporte de l'information aussi. C'est pas nécessairement, c'est pas gratuit, c'est pas rien que bon, ben là, je vais faire manger. Tu sais,
Non, tu y vas, puis mais il y en a un qui dit telle chose à table, ou tel... Ah, tiens, ouais, ça relance, là, tu sais, puis tu remontes d'un cran par la suite. Je vais parler de construction, il nous reste 5 minutes. Je veux savoir si vous êtes plan ou pas plan. Ça, c'est ma question que je pose à chaque fois, mais moi, ça me fascine de savoir qu'il y a des auteurs qui écrivent sans plan. Yann Manot qui n'a pas de plan, Joël Dicker non plus. Ça se tient pourtant ce qu'ils font. Alors vous travaillez comment? Moi, je suis hyper plan, maniaque plan. Tu sais, mon plan, tu sais, Mon école. tu sais, il y a peut-être 100 quelques pages dans ce petit roman-là, mais il y a 30 pages de plan, tu sais. Puis je découpe ça en scènes. Ça, c'est une déformation du théâtre, là, tu sais, scène 1, scène 2. Des fois, j'ai 30 scènes, 37 scènes. Bien, je pars avec un plan, mais c'est sûr que plus j'avance, mettons, à un moment donné, ça marche plus, je change la scène 12, ça va tout changer mes autres scènes. Fait que je recommence mon plan, puis là, après ça, je continue à écrire. Fait que le plan, c'est comme un guide de la route, là, tu sais, un peu. C'est par là que tu vas aller. Mais après ça, tu vois quelque chose de beau que tu n'avais pas pensé, fait que tu fais un détour, fait que puis ça t'amène par une autre route, mais tu t'en vas à la même place. André, moi, je suis hyper plan aussi, mais work in progress. C'est comme toi, tu viens d'expliquer. Tu commences, oui, tu places déjà. Très souvent, c'est curieux, je ne sais pas où ça va finir. Je ne le sais pas parce que, puis même quand je le sais, ça finit par finir autrement que ce que j'avais prévu, parce que c'est ça, on découvre des nouveaux éléments, il y a quelque chose qui arrive, tu dis, ah ben oui. Est-ce que les personnages vous font des surprises? Ah oui. C'est pas tellement les personnages, mais comme je dis, tu sais, je peux avoir un plan, mais à un moment donné, quand tu fais des recherches, là, comme quand j'étais allée à Huntington, j'ai découvert un des plus vieux ponts couverts du Québec, tu sais. C'était fantastique, c'est l'histoire de ce pont-là. Fait que c'était pas dans mon histoire, mais... pas passer à côté. Non, fait que là, j'ai utilisé... ça l'a amené une scène du roman où on découvre, parce qu'on est en sécheresse, puis la rivière Châteauguay est presque à sec, on va découvrir des restes humains en dessous du pont de bois, du pont couvert. Mais il n'y aurait pas eu... Moi, je ne pouvais pas penser ça chez nous. Tu sais, j'ai apporté ça dans mon plan, dans ma prévision, parce que ça m'a été donné parce que j'ai découvert sur place. Oui. Ben, c'est ça. Moi, je travaille sur des plans. J'achète des grandes tablettes 11,5 par 17 quadrillées et je fais 4 colonnes et des fois, j'ai 40 pages quadrillées comme ça qui sont les différents plans. Puis souvent, j'avance, moi, un peu par... Bon, je vais commencer, j'ai 4-5 chapitres qui sont clairs, puis des éléments qui vont... Quand je travaille sur les 4-5 premiers chapitres, je commence à bâtir 6, 7, 8, 9, 10. Et je m'en vais comme ça, avec des reculs et avancées et reculs, avec tout à coup la nuit, l'idée qui dit « Oh oui ». Tu sais, puis là, tu dis, tu vas rajouter quelque chose, ça tourne et ça s'en va ailleurs, et tout ça. Puis des fois, moi, il y a un roman, justement, La bataille de Pavie, par exemple. J'avais commencé avec 3 intrigues, puis à un moment donné, j'ai dit « Ça n'a pas d'allure ». J'étais rendu à 67 pages, 70 pages. Schluck, on recommence. 3, c'est trop. Ça va... Quand je vais arriver pour rattacher ça en haut, ça aura plus de sens. Oui. Mais moi, je dis toujours, dans un roman policier, il y a une seule intrigue, c'est comment l'auteur va se sortir de ce merdier. Donc... Tu as tout à fait raison. Et on termine, là, on est au salon du livre. Est-ce que vous avez une suggestion de lecture à nous faire? Ah, pour qui? Attendez, tu me prends par surprise. Ben, je ne sais même pas si ça se trouve sur le plancher. Mais récemment, j'ai vu une histoire du polar, 250 pages en bande dessinée. C'est formidable, c'est excellent. Ça vaut le détour. Les Humanoïdes Associés, qui est une maison d'édition française. Et pour une fois, pour une maison d'édition française, il y a quelques mentions. Il y aurait pu en avoir plus. Oui, mais franchement, il y aurait pu en avoir. c'est la première fois que j'en vois. Mais c'est quand même, le reste, c'est très, très bien fait. Disons que c'est le seul bémol. Ben, ouais, mais pour le reste, c'est vraiment bien fait. Puis les portraits des personnages sont justes. Moi, il y a beaucoup d'auteurs de polar français que j'ai connus. Puis Léo Mallet, c'est Léo Mallet. Non, c'est vraiment... Des gens, des fois, qu'on a oubliés. C'est très réussi, absolument. C'est ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. Maureen réfléchit toujours.
C'est dur de répondre à ça parce que. Mais Oui, je ben, vais y aller par un truchement. Je vais y aller par les 2 derniers romans policiers que j'ai lus. Hein, je vais faire ça, que j'ai adoré. Il y a Hélène Faradji, qui est héliotrope, qui se passe La sur le Corde plateau de blanche, Montréal. que c'est son premier roman policier et je ne le croyais pas. C'est parfait. C'est parfait comme roman. C'est très audacieux au niveau du sujet. Je vous en dis pas plus. Donc, chez Héliotrope, La Corde blanche, Hélène Faradji et Joanne Seymour, Attraction fatale, puis Attraction fatale. Oui, sur un pervers narcissique. Oui. Terrible. Fait que, et je vous invite à lire, parce que des fois, on les connaît peut-être moins, mais moi, je lis, des fois, que même si ça donne de même dans mes choix, beaucoup de femmes québécoises autrices de polar. Isabelle Grégoire, Isabelle Lafortune, en tout cas, il y en a plusieurs, là, Chloé Archambault, Catherine Lafrance. Catherine Lafrance, Roxane Bouchard. C'est vraiment... ces dernières années, là, ces femmes-là nous ont donné des Une cadeaux et c'est brouillard. Ça lève Notre mère à tous. appelle un vétéran. notre inspiration. Merci beaucoup. Vous allez signer cet après-midi? Oui. Oui, Paul. j'y Alors, vais, moi, bisous. chez Druide. Merci beaucoup, Maureen Martineau. Merci, André Jacques. Ben, merci, On vous Christine. retrouve tantôt.